Bonjour tout le monde, bonjour, content d'être là avec vous aujourd'hui. Peut-être justement, avant de commencer, je trouve ça super intéressant la matinée là, qu'on a pu avoir. Là. Moi, ça me permettait d'avoir un peu plus d'informations, un contexte aussi plus sur le volet répressif, enquête, le volet plus policier, qui est vraiment pas mon domaine d'expertise. Moi, comme je vous dis, là, ça fait déjà un petit bout que je travaille sur les gangs, les groupes criminels. En fait, ça me rajeunit pas. Ça fait 20 ans cette année que je m'intéresse à cette question-là. De la violence chez les jeunes et aussi des groupes délinquants. Il faut savoir que la première chose que je nomme toujours, c'est que justement, je ne suis pas un expert de gang qui dit les gangs, ils se tiennent dans tel secteur, ils sont telle couleur, tel signe d'appartenance, tel type d'arme. Justement, c'est pas moi. Il y a d'autres experts dans la salle pour ça. Moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est de comprendre le phénomène et la trajectoire des jeunes, des individus qui sont dans ce phénomène-là, qui sont touchés de près ou de loin par ce phénomène-là. Donc, ce que je vais venir vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment plus, oui, au niveau de la violence armée, mais on va devoir aller un peu plus large aussi au niveau des préventions des violences pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour agir efficacement. Donc, voilà pour la petite introduction. Donc, j'ai intitulé ma présentation Prévention des violences armées, agir sur tous les fronts. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est exactement. Si le clicker fonctionne. Y a-tu le petit pôle? Non. Ouais, il faut peser dans le fond, c'est à côté, hein, c'est ça. Et ça, il faut juste cliquer dans le. Ah, je l'ai. Vous avez tout testé dans le. Ouais, c'est ça. Ça, c'est typique. Moi, je fais toujours ça. Ok, c'est toujours. Je peux-tu faire ça? Ah, parfait. Excellent. Oh boy. C'était pas comme ça, moi, c'était super beau sur mon écran. Fait que là, je vois que la police n'est pas, est pas bonne. Là, je suis vraiment désolé. Dans le fond, fait que là, vous me pardonnerez pour la police, les caractères, c'est pas de ma faute, c'est l'ordinateur qui ne supporte pas la bonne police. Donc, pour prévenir efficacement la violence armée, ce qu'on doit faire, hein, ce qui est idéal de faire, c'est cibler nos actions auprès des bonnes personnes dans les bons lieux, travailler en partenariat intersectoriel et appliquer une démarche de résolution de problèmes. Je pourrais m'arrêter là puis dire, et voilà, drop the mic, c'est fini, je vous ai tout dit ce qu'il y a à dire pour qu'on sache quoi faire exactement pour être efficace. Du moins, c'est ce que la recherche nous donne comme information. Puis là, je vous présente les topos très généraux. Je vais l'approfondir, bien entendu, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a différents aspects qui sont importants à travailler. Puis avant même de commencer ma présentation, je vais quand même faire un petit survol important. Donc, au niveau des actions importantes à considérer, quand je vous dis des actions ciblées dans les lieux ciblés, c'est qu'on ne peut pas faire des actions tout partout sur l'ensemble d'un territoire, par exemple, pour avoir une certaine efficacité de notre intervention. Ce qu'on doit d'abord et avant tout faire, c'est cibler nos actions auprès justement des bons individus, dans les bons milieux, avec les bonnes personnes. On ne voit plus à la caméra, c'est pour ça. Ça va revenir, juste lâcher. Ils m'entendent, c'est ça l'important? Ils vous entendent. Bon, c'est correct. Voilà. OK. Donc, au niveau des individus, donc la première pointe de la pyramide, ce qui est important, c'est on veut savoir qui sont nos auteurs de ces violences-là et qui sont nos victimes. Hein? Parfois, on se rend compte que c'est des fois les mêmes personnes. Donc, les personnes qui sont auteurs de violences armées peuvent aussi être des victimes de violences armées. Donc, ça, c'est important à considérer. L'autre chose, c'est de regarder les contextes. Quels sont les éléments qui facilitent la commission du délit? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un délit a des chances de se produire ou de se reproduire? Donc, on peut s'intéresser au contexte. Et aussi, les communautés. Hein? Quand on intervient au sein d'une communauté ou d'une ville, c'est pas partout pareil. Hein? Là, je peux prendre les villes administratives, là, à Laval, Longueuil, Montréal, c'est différent. Hein? Même si c'est des contextes, par exemple, urbains, c'est très différent d'une ville à l'autre. Mais même au sein même de Montréal, si je donne cet exemple-là, ben, il y a plusieurs arrondissements, il y a plusieurs quartiers et il y a plusieurs réalités communautaires à l'intérieur de ces différents arrondissements-là. Donc, on ne peut pas agir de la même façon dans tous les milieux dans un secteur donné. Donc, ça, c'est important aussi à considérer avant même de passer à l'action. Je vais pousser un petit peu plus loin tantôt. Ça ne marche pas toujours.
Je ne sais pas pourquoi. Il est trop lourd, peut-être, je ne sais pas. PowerPoint. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. Ah, faut juste recliquer sur l'écran. Bon, ça devrait être bon. D'accord, merci. Donc, l'autre chose, hein, je parlais du partenariat. Le partenariat, c'est essentiel. On en parle souvent. C'est important de travailler ensemble. Hein, bon. C'est sûr que actuellement, la violence armée est principalement vue sous l'angle de la sécurité publique. Hein. C'est un enjeu de sécurité publique. Ce matin, on l'a bien vu. Hein, il y a des coups de feu qui sont tirés, il y a des victimes, il y a des dommages collatéraux. Il y a des victimes aussi qui ne sont pas nécessairement du milieu criminel, qui en subissent les contre-coups. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu important, puis ça a toujours été vu sous la lunette de la sécurité publique. C'est nécessaire. Par contre, ce n'est pas suffisant. Puis là, je vais m'expliquer. On fait face à un problème qui est similaire à une plaie ouverte. Okay? Donc, si on a une plaie ouverte, là, je sais qu'il y a des gens en santé. Donc, si on a une plaie ouverte, okay, c'est important de mettre un pansement parce qu'on ne veut pas que ça continue à saigner. Puis, hein, bon. Mais si on ne traite pas le problème en profondeur, ça se peut que ça s'infecte, ça se peut que le sang continue à couler, puis on ne réglera pas le problème. Donc, c'est une action qui est nécessaire et essentielle, je veux dire, dans le court terme, moyen terme, c'est sûr et certain. Par contre, si on veut être encore plus efficace, il y a un autre modèle qui s'ajoute maintenant à cette vision-là, qui est le modèle de la santé publique. Donc, avec cette vision-là de la santé publique, c'est de voir la violence comme un problème social, comme un phénomène un peu de la santé aussi, où on peut prévenir cette problématique-là. Donc, si on se dit on peut la prévenir, on peut mettre en place des solutions hein, pour s'attaquer aux déterminants sociaux, s'attaquer aux problématiques qui sont sous-jacentes à la problématique. Quand on a une vision de santé publique, on a aussi une vision avec différents niveaux de prévention. Ce matin, Jean-Marc a terminé sa présentation en disant qu'il y a des initiatives de prévention universelles, ciblées, tertiaires, etc. Mais c'est un peu le modèle et le langage de la santé publique de dire qu'il y a différents niveaux de prévention. Et bien sûr, les actions répressives font aussi partie de ce continuum-là. Je vais le présenter un peu plus tard. Mais c'est juste pour vous dire que le partenariat est nécessaire, mais pas juste entre services de police, comme ça a été bien présenté ce matin. Donc, ça, c'est important, ce partenariat-là interrégional. Mais c'est aussi intersectoriel que le partenariat est nécessaire si on veut s'attaquer à cette problématique-là. Je vous donne la citation, une de mes citations préférées que j'adore, c'est Albert Einstein, ni plus ni moins, qui dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. » Je ne sais pas si vous trouvez ça bizarre, mais dans notre société, je dirais qu'on a plutôt le réflexe inverse. Quand on fait face à un problème, surtout un problème comme celui-là, on est très rapide à sortir des solutions sans nécessairement réfléchir au problème profondément et aux causes de la problématique qui nous amènerait à une solution plus durable. Okay? Donc, si on change notre façon de penser, de dire qu'il faut qu'on prenne le temps de s'arrêter et de réfléchir, même si on est dans l'urgence, on s'entend, il y a des situations, il y a des actions, on doit passer à l'action, j'en conviens, mais si aussi on est capable de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir, on est capable aussi d'arriver avec une intervention qui risque d'être plus durable dans le temps. Donc, ça c'était mon introduction pour arriver au plan de ma présentation. En fait, je vais vous présenter au niveau de la recherche ce qu'on connaît des facteurs de risque au niveau de la violence armée. Donc, quels sont les facteurs de risque connus au niveau de la violence armée? Quelles sont les cibles pertinentes d'intervention? Donc, sur quelle cible on est capable de travailler si on veut agir efficacement? Et aussi de parler des interventions importantes ou efficaces, je dirais, et celles qui le sont moins. Hein, depuis quelques mois, je dirais, déjà quelques années, mais je vais dire quelques mois, j'ai fait plusieurs présentations comme ça et je sais que les gens apprécient quand même ce volet-là. Je sais que c'est un peu anti-pédagogique de présenter qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais ça nous fait réfléchir. Quand on présente ça, c'est de dire, OK, peut-être qu'on est habitué de faire tel type d'action. Est-ce que ça fonctionne? Des fois, on pense que c'est bien fondé. Ce n'est pas toujours. Donc, d'amener aussi le rationnel derrière ça, c'est ce que je vais essayer de vous proposer tantôt également, en vous présentant, bien sûr, les interventions efficaces. Donc, commençons par les facteurs de risque, au niveau individuel et socio-contextuel. Donc, ce qu'on connaît au niveau de la littérature, je vous dis tout de suite, c'est sûr, les recherches sur la violence armée, sur la prévention, l'intervention au niveau des violences armées,
c'est pas très, très bien étoffé comme littérature scientifique. Ce qu'on connaît le plus, c'est les actions plus répressives, justement, le modèle de sécurité publique qui a été mis de l'avant. Donc ça, il y a plus de documentation là-dessus. Mais quand même, je vous présente les quelques recherches, recensions des écrits qui ont été faits là, sur le sujet. Donc, un des facteurs de risque individuels à considérer, hein, c'est des jeunes qui présentent des problèmes de comportement très tôt dans leur trajectoire de vie, donc qui ont des comportements de violence à l'enfance. Donc ça peut déjà être des marqueurs pour des gens qui travaillent peut-être en petite enfance ou vraiment avec des plus jeunes. Et là, je fais attention parce que c'est pas n'importe quel jeune qui commet un geste violent qui est à risque de se procurer une arme à feu plus tard dans son adolescence. Hein, on fait pas des liens aussi causaux que ça, mais c'est juste de réfléchir à ça, plus d'autres facteurs de risque, ça peut être quand même considérable et il y a des interventions qui peuvent être faites très tôt déjà en amont. Donc ça, c'est un des facteurs de risque. L'autre, c'est l'exposition à la violence en contexte familial. Hein, c'est un peu, ça contribue à normaliser aussi la violence. Si dans ma propre famille, ça se frappe, ça se donne des coups, ben, il y a quelque chose pour l'enfant qui voit ça comme normal. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la vie. Donc, je ne vois pas le mal à reproduire ça avec d'autres. Donc, ça vient normaliser aussi, contribuer à la banalisation de cette violence-là. La difficulté de régulation des émotions. Donc, on se rend compte qu'on a des jeunes qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Hein? La seule émotion qu'ils connaissent, c'est la colère. Hein? C'est comment je réagis par la colère, je réagis par l'agressivité. Donc, la difficulté à bien réguler leurs émotions, c'est vivre du stress, c'est vivre de l'anxiété, c'est vivre toutes sortes de situations. Ça, c'est important aussi de considérer cet aspect-là. C'est une des lacunes, bien souvent, qu'on peut observer chez les individus là, qui, éventuellement, vont passer à l'acte. Le biais d'attribution hostile, ça, je trouve ça toujours intéressant. La justification de la violence. C'est de dire que dès un jeune âge, hein, quand on a des rationalisations qui nous disent ben, c'est correct d'utiliser la violence. Hein, c'est bien vu de le faire. C'est normal de le faire. Puis j'avais pas le choix. Parce que, tu sais, si tu t'en prends à ma famille, c'est sûr que je vais m'en prendre à la tienne. C'est sûr que je vais me venger. Hein, s'il y a des justifications comme celle-là, malheureusement, ça peut être aussi des facteurs de risque importants pour éventuellement la violence tout court, mais la violence armée entre autres. L'impulsivité, le faible contrôle de soi, hein, donc un jeune, ça revient un peu aussi avec la régulation des émotions, mais quelqu'un qui a des traits d'impulsivité, hein, qui réagit de manière très spontanée, ça aussi, ça peut être un facteur de risque à considérer. Toujours la nuance que j'amène, pour faire attention, on est dans l'ère où on parle beaucoup de TDAH, donc des jeunes avec des troubles de déficit d'attention et d'hyperactivité. Je ne suis pas en train de dire que tous nos jeunes qui ont un TDAH sont à risque. OK? Il faut faire attention à la relation. C'est juste de dire que quand on regarde des populations plus délinquantes, on regarde dans leur historique, on voit qu'il y a un TDAH. Mais la majorité de nos jeunes qui ont un TDAH ne se ramasseront pas dans la délinquance, criminalité violente. Okay? Donc, je veux juste apporter cette nuance-là importante. Se procurer une arme à feu aussi, un des gros facteurs de risque, c'est être impliqué dans des activités criminelles. C'est sûr que si je vends de la drogue, ça se peut que j'aie besoin de protection. Fait que je peux avoir un groupe pour me protéger, mais je peux avoir une arme aussi pour me protéger. Donc, le fait de participer à des activités criminelles, c'est sûr que ça augmente le risque de se procurer une arme à feu. Dans d'autres cas, ce qui est documenté dans la littérature, la consommation excessive d'alcool, ça aussi, c'est identifié. C'est intéressant de voir que c'est l'alcool plutôt que autre drogue qui est là aussi, parce que l'alcool, il y a un effet un peu désinhibiteur par rapport à ça, souvent associé à la violence dans les bars, etc. Donc, on voit que ça peut contribuer aussi. Et bien sûr, un jeune qui a des fascinations pour des armes à feu. Hein, ça a bien été expliqué ce matin. On a de l'accès à de l'information. Oui, il y a des jeux vidéo où on parle d'armes à feu, puis on a beaucoup de documentation là-dessus. Il y a des jeunes qui sont fascinés par ça. Donc, malheureusement, ça contribue au phénomène. Et là, vous allez voir, je suis tannant là-dessus, j'amène toujours des nuances, mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent à des jeux vidéo, mais même des jeux vidéo violents, et ils ne passeront jamais à l'acte. Okay? Donc, c'est pas. Faut vraiment faire attention. On a des jeunes, par contre, qui ont des difficultés, qui ont toutes sortes de défis dans leur vie, et que oui, le jeu vidéo, ben, ça vient juste peut-être accentuer ou du moins contribuer à leurs problématiques. Là, je parle du jeu vidéo, mais je pourrais parler aussi de la musique. Hein? Donc, oui, on a des jeunes qui écoutent, on a présenté ce matin, oui, il y a des clips de rap, et je nomme toujours cet exemple-là. Il y a beaucoup de gens qui écoutent du rap et qui ne sont pas délinquants. Ça, c'est important. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est important de se le rappeler. Et la nuance qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du rap
puis même du gangster rap, on va appeler, ou toutes sortes d'autres noms. Mais on a aussi des gangsters qui font du rap. Okay? Et là, c'est la nuance importante. Donc, oui, on a des situations où on a des gars qui sont impliqués dans des gangs, dans des groupes criminels, qui vont faire du rap, mais on a beaucoup d'autres personnes qui en font et que ce n'est pas nécessairement associé au crime organisé ou à la délinquance. Donc, ça aussi, c'est une autre nuance que je veux apporter. Au niveau des facteurs de risque socio-contextuels, ça c'est intéressant parce que c'est une vision un petit peu plus macro. Des jeunes qui vivent de l'exclusion sociale, qui se sentent marginalisés, se sentent pas inclus dans notre société. Ça, c'est important parce que ça peut nous porter un regard aussi comme société. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on doit faire comme société pour faire en sorte que nos jeunes se sentent compris, considérés dans notre société? Et donc ça, c'est important à garder en tête. C'est un des facteurs de risque. Si on a des jeunes qui sont impliqués dans les activités de socialisation non structurées, ça veut dire quoi? Ça veut dire des jeunes qui sont nulle part que ce soit dans nos organismes communautaires, que ce soit dans nos institutions, mais qui font des activités, c'est normal. Hein? Tout le monde fait des activités. Fait que moi, quand quelqu'un me dit oui, mais il joue au soccer, là, fait que c'est un facteur de protection. Moi, j'en ai connu des gars de gang qui jouaient au soccer entre eux, puis c'était des gars de gang quand même, mais ils jouaient au soccer. Mais ils n'allaient pas voir les organismes communautaires, ils n'allaient pas non plus avec des intervenants à l'école, etc. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on peut observer. L'exposition à la violence armée dans le quartier. Et là, on arrive avec le lien qu'on a vu ce matin. Si dans certains quartiers, on voit des manifestations de violence armée, le fait d'être exposé à ça, c'est un risque. Parce que oui, malheureusement, le plus grand, là, je pense que je le nomme ailleurs, là, le plus grand facteur de risque pour se procurer une arme, c'est de se sentir en danger, de se sentir insécure. Donc, si j'habite dans un secteur où il y a beaucoup de décharges d'armes à feu et où je sens que pour être en sécurité, je dois me procurer une arme, je dois me sentir bien. Comme tu dis, oui, il y a la glorification, oui, il y a le fait de je vais être up, puis je vais shiner avec mon arme à feu. Ça, c'est une chose. Mais il y a toute la question aussi de se sentir en sécurité. Malheureusement, c'est pas nécessairement le meilleur moyen parce qu'un jeune qui s'arme, ben, malheureusement, il y a des risques qu'il l'utilise puis qu'il s'expose à toutes sortes de dangers et de ripostes éventuelles. Bref, c'est quelque chose d'inquiétant aussi à considérer. Avoir vécu des événements stressants, des événements traumatiques, quand on a des jeunes, justement, qui ont été témoins de fusillades comme ça, qui ont été témoins de quelqu'un qui s'est fait atteindre par balle, qui ont entendu les décharges d'armes à feu, ça, c'est des événements suffisamment importants pour créer des traumas, pour créer des séquelles traumatiques importantes chez les individus. Donc ça, c'est non négligeable aussi. C'est un des gros facteurs de risque pour cette problématique-là. Là, ça peut être le climat d'insécurité à l'école. Donc, si je suis dans une école où je ne me sens pas en sécurité, bien, des fois, hein, le réflexe, ça va être je vais me procurer une arme pour me sentir protégé à l'école. L'exposition à la violence dans les médias, et j'ai le goût de dire dans les médias sociaux aussi, à travers tout ce qu'on a pu voir aussi ce matin. Donc, le fait d'être constamment exposé à ça, ça contribue aussi à une certaine banalisation. L'accessibilité à des armes à feu, ça aussi, on l'a vu ce matin, c'est assez problématique, assez criant comme problématique, justement. Ce phénomène-là, ça c'est documenté depuis très longtemps, là, plus les armes à feu sont accessibles, plus il y a une criminalité aussi importante. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire et à travailler au niveau de l'accessibilité. Et je termine avec l'implication dans un gang ou un réseau délinquant. Puis là, je vais oser faire une petite parenthèse, une petite curve, excusez-moi les anglicismes. J'utilise de moins en moins le mot gang de rue parce que c'est un mot malheureusement qui a été à tort associé à certains groupes ethnoculturels, à certaines communautés ethnoculturelles. C'est une notion que j'ai tenté de réhabiliter pendant des années, de me dire je vais essayer de défaire le mythe que c'est juste des jeunes issus de la diversité, issus des groupes racisés. Malheureusement, la charge est trop forte, je dirais. L'image associée aux gangs de rue est très, très, très forte. Le fait que c'est associé à des jeunes issus de différentes communautés. Donc, ce qu'on sait, puis même, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent plus avec la notion tout simplement de parler de groupes criminels, parce que ça touche tous les communautés et tous les groupes ethnoculturels sans distinction, sans discrimination. Donc, je vais quand même aborder cette notion-là, ou des fois de réseau délinquant aussi, c'est une notion qu'on parle depuis quelques années. Oui? Juste pour une question, les événements stressants, traumatisants, est-ce le facteur de risque est strictement en lien avec des violences un peu ou tout événement stressant, des traumas? Non, c'est tout événement, c'est le fait d'avoir vécu des traumas, pas nécessairement des traumas liés aux armes à feu, là, donc non, mais c'est des événements, c'est pas genre
ma blonde m'a laissé. C'est pas de ce niveau-là, on parle vraiment des événements traumatiques, donc ça prend quelque chose d'assez substantiel. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'au niveau des traumas, autant que c'est un facteur de risque, autant que ça devient par la suite comment je peux dire, ça contribue à la délinquance aussi de certains. Donc, le fait d'avoir vécu des traumas, ça peut amener à la délinquance. Une fois qu'ils sont dans la délinquance, ils s'exposent continuellement à des traumas. J'ai une collègue chercheur qui avait fait des études il y a quelques années sur la question des jeunes dans les gangs, justement, versus d'autres contrevenants. Puis, c'était fascinant de voir que c'était 95% des jeunes contrevenants qui étaient associés aux gangs qui avaient vécu des situations traumatiques, là, potentiellement traumatiques, versus nos autres jeunes contrevenants. Puis on parlait de 2 jeunes sur 3, donc 66%. C'est quand même des grosses distinctions. Donc, au-delà de la délinquance, le fait d'être impliqué dans ces groupes-là augmentait le niveau de risque. Oui. Est-ce que l'appellation groupe criminel, vous l'employez dans vos recherches ou c'est juste, je veux dire, dans les présentations? Plus dans les présentations. Non, parce que sinon, je vous avoue, je ne comprendrais pas votre suivi. Non, je sais. J'ai évolué aussi au fil du temps. Mais j'essaie de faire attention juste à l'utilisation, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc, j'arrive aux cibles d'intervention. Donc là, je vous ai présenté tantôt la petite pyramide, là, les 3 dimensions de la pyramide. Là, je vous présente ici les formes de prévention dont Jean-Marc présentait ce matin. Prévention universelle, ciblée, prévention indiquée, j'ajoute un niveau, puis prévention de la récurrence, ou on pourrait dire prévention de la récidive. Quand on a une vision de prévention basée sur les individus, ce qu'on se dit, c'est on doit faire de la prévention à différents niveaux. Là, c'est là le modèle un peu plus de santé publique. Là, je vous explique. Quand on fait de la prévention universelle, c'est quoi? Bien, on veut faire une prévention qui touche l'ensemble des jeunes, l'ensemble des citoyens. On veut sensibiliser les gens à une problématique, on veut les informer, on veut faire en sorte que tout le monde soit au fait de. Okay? Donc, ça, c'est une prévention qui est dite universelle. Quand on est dans une prévention ciblée, qu'est-ce qu'on cible? On cible des facteurs de risque. Là, je vous ai présenté quelques facteurs de risque. Donc, si on faisait une prévention ciblée, c'est d'aller voir ces facteurs de risque-là et de dire, OK, si c'est des jeunes qui ont vécu des traumas, si c'est des jeunes qui sont dans les quartiers où ça se tire dessus, j'identifie les jeunes les plus à risque de vivre ces situations-là, donc qui cumulent des facteurs de risque, et je leur offre une activité, un service, je développe des habiletés, etc. Donc, je travaille avec une population plus ciblée, justement, comme le nom le dit. Maintenant, je peux faire de la prévention indiquée. Prévention indiquée, là, c'est un autre niveau qui est un peu plus au niveau de la prévention de... Oui, il y a déjà des premiers signes de comportement de délinquance, des premiers signes de comportement de violence qui sont présents. Et là, je fais des programmes avec ces jeunes-là. Okay? Là, je peux vous donner un exemple qui me vient en tête, mais en milieu scolaire, par exemple, si on a un jeune qui a fait de l'intimidation, qui est déjà, qui a utilisé de la violence, qui s'est battu, là, on pourrait déjà faire de la prévention auprès de certains de ces jeunes-là, plutôt que l'ensemble des jeunes. Hein? Quelqu'un qui a fait de l'intimidation, c'est pas du tout le même profil qu'un jeune qui n'a jamais fait, puis que ça va bien, puis toute sa vie se passe comme si rien n'était. Donc, c'est vraiment 2 réalités différentes et des besoins aussi complètement différents. Et la prévention de la récurrence ou de la récidive, bien là, on pourrait parler de la violence armée. Donc là, vraiment de cibler notre intervention autour de la violence armée. Et là, on parle de personnes qui sont judiciarisées, des personnes contrevenantes, connues de nos systèmes, connues justement pour des délits violents. Donc ça c'est intéressant. Puis quand on parle de cette façon-là, moi, j'aime bien inclure tout le volet répressif aussi dans cette prévention-là. Parce que pour faire de la prévention de la récidive ou de la récurrence, on doit parfois neutraliser certains individus. On doit les arrêter. Si on ne les arrête pas, ça se peut qu'ils continuent et qu'il n'y a rien qui va les arrêter. Sauf, des fois, la police qui les arrête. Le moment où ils sont arrêtés, c'est là qu'on a quelque chose à faire en intervention et en prévention de la récidive. Donc, il y a une intervention qui est possible de faire avec eux. Je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi. Donc, ça, c'est les différents niveaux de prévention qu'on peut juxtaposer pour voir un peu la pyramide des différentes formes de prévention individuelle. J'arrive à la prévention qui porte plus sur les contextes, la prévention situationnelle. Donc, peut-être que plusieurs d'entre vous sont issus de la criminologie et que vous avez déjà entendu parler de la prévention situationnelle. C'est fort intéressant comme approche quand ça nous permet de bien analyser le problème et de voir quelles sont nos actions qu'on doit poser si on veut avoir une bonne prévention du fait qu'on veut prévenir la commission du délit. Donc, il y a des éléments dans lesquels je ne rentrerai pas parce que ça a été quand même bien abordé ce matin, mais quand on fait de la prévention situationnelle, vous voyez les titres dans les hautes colonnes,
On veut d'abord et avant tout s'assurer que le délit soit plus risqué à faire. Okay? On veut qu'il soit plus risqué, on veut qu'il soit plus difficile à commettre, on veut qu'il y ait moins de bénéfices, moins de gains à commettre ce délit-là, on veut offrir des options, puis on veut diminuer les provocations. Donc, si on cible ces différentes dimensions-là, on risque d'avoir une incidence sur la violence armée. Puis là, je vous donne quelques exemples. Si on veut faire en sorte que c'est plus risqué de commettre un délit violent, par exemple avec arme à feu, ben on doit accroître une surveillance. Hein. Par exemple, ça peut être surveillance policière, mais ça peut être surveillance autre. Okay? Donc, des gens qui sont là pour s'assurer qu'il se passe quelque chose si jamais on voyait une situation de violence. Favoriser la dénonciation citoyenne. Et là, j'ai le goût de dire, il y a une autre notion à réhabiliter, la question de dénonciation, hein, qui est vue systématiquement comme négatif, comme snitch. C'est deux choses. Tu sais, être snitch dans la culture, c'est très mal vu, là, ça c'est sûr et certain. Par contre, si on est capable de se distancer de cette notion-là, puis d'avoir un peu une réflexion collective sur est-ce qu'on est prêt comme société ou comme communauté à tolérer cette violence-là, peu importe à quel prix. Hein, on a vu tantôt les répercussions que ça peut avoir, les balles qui vont dans les maisons, il y a des enfants qui habitent là. Est-ce qu'on se dit, ben, ça fait partie de la vie, puis on continue comme ça, ou si on se mobilise, puis on se dit, non, il faut qu'on dénonce ça, OK? Mais après ça, il y a toutes d'autres choses à réfléchir. Une fois qu'on le dénonce, comment l'information est reçue, comment elle est traitée, quelles seront les conséquences. Ça, c'est l'autre élément aussi important à garder en tête. Un autre point important, si on veut assurer le risque, c'est assurer la certitude et la célérité des sanctions. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire en sorte qu'il y ait plus de risques de se faire prendre. Okay? Et la certitude, donc la certitude de la peine, la certitude d'être sanctionné et d'être attrapé, dans le fond. Et la célérité, ça veut dire qu'il faut que ça soit rapide. Si j'ai fait une fusillade puis que je me fais arrêter 1 an plus tard, le lien là, dans le cerveau ne se fait pas. Okay? Même si on lui dit c'est à cause de tel événement que tu as fait, il n'y a pas de corrélation qui se fait. Il faut que la sanction ou la conséquence suive immédiatement le geste. Ça, c'est un défi pour nos systèmes. Hein? Déjà, la certitude de la peine, c'est un défi. La célérité, pour toutes sortes de raisons, ça, c'est un autre défi aussi. Okay? Mais je vous nomme quand même ce qui est efficace. Au niveau de rendre ça plus difficile, on a parlé ce matin, restreindre l'accessibilité aux armes à feu. Hein. Ça peut être en ciblant les trafiquants, les courtiers, ceux qui, justement, s'assurent de la vente-revente des armes. Ça, c'est sûr et certain que c'est nécessaire. De revoir nos lois aussi qui assurent le contrôle des armes à feu, la vente, la part, disposition, etc. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans, c'est pour mon domaine d'expertise, mais vous voyez, ça, c'est des éléments incontournables, bien entendu. L'autre bout que j'aime bien, faire en sorte qu'il y ait moins de gains ou moins de bénéfices. Et là, mon premier point, je dirais, s'adresse principalement aux médias. Il faut arrêter de médiatiser ces actes de violence-là, OK? Et surtout, d'arrêter de nommer le nom des groupes, hein, et le nom des individus. Quand on fait ça, on crée toutes sortes de conséquences dommageables. Non seulement on génère un sentiment de panique chez la population, ce qu'on ne souhaite pas non plus, mais on fait aussi en sorte d'augmenter le prestige et la réputation des individus et des groupes qu'on nomme. Quand dans les médias, moi j'ai vu ça il y a quelques mois, puis là les noms des groupes sortaient, j'étais là, oh non, qu'est-ce qui se passe? On refait les mêmes erreurs qu'on faisait au Québec il y a de ça plusieurs années, puis il y a eu beaucoup d'experts qui se sont mobilisés pour dire justement aux médias, il faudrait arrêter de médiatiser parce que justement on contribue à leur donner plus de pouvoir, prestige. Là, j'imagine qu'il y a eu quand même des changements au niveau des journalistes, et puis une relève, puis là, eux ne le savent pas nécessairement, fait qu'ils reviennent avec ça. Malheureusement, ça a des effets très dommageables. Et on l'a vu aussi au cours des derniers mois, au cours des dernières années même. L'autre chose qui peut être fait, c'est assurer une vigie au niveau des médias sociaux. On en a parlé beaucoup, ça se passe beaucoup sur les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est pas la cause, mais c'est un très bon véhicule. Okay? Donc, ça reste très, très accessible, très présent. Et ce que je donne souvent comme exemple, c'est on s'imagine, il y a quelques années de ça, là, pour les plus vieux et plus vieilles d'entre nous, là, quand il y avait une bataille à l'école, okay, si c'est déjà arrivé dans votre école, je ne sais pas, mais s'il y avait une bataille à l'école, généralement, il y avait des gens qui se rassemblaient autour, hein, il y avait des témoins qui étaient là, il y en a qui encourageaient, il y en a d'autres qui ne disaient rien, mais qui étaient là pour regarder, il y en a d'autres qui fuyaient. Bon, OK, mais il y avait quelques personnes autour de la situation, puis une fois que c'était fini, il y avait, les gens en reparlaient, mais il n'y avait pas d'autres répercussions, là, OK? Là, aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux,
on filme une bataille, on filme une fusillade, et là, on met ça sur les médias sociaux. Là, c'est partagé, c'est devenu viral, il y a des likes, il y a des commentaires. Et là, c'est des milliers, des millions de personnes qui peuvent dire des choses. Ça donne aussi un sentiment de pouvoir, d'importance. Okay? Fait que ça, malheureusement, ça contribue à alimenter ce phénomène-là de prestige et de glorification dont on parlait ce matin par rapport à la violence armée. L'autre bout ici qui manque, je dirais actuellement, c'est la question d'offrir des options. C'est qu'on a beau dire, voici ce que tu ne peux pas faire, voici les choses négatives. C'est rare qu'on présente les avenues possibles. Donc, quelles sont les opportunités ou les alternatives qui sont offertes à toi pour cesser ce mode de vie-là? Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on peut leur enseigner des méthodes de résoudre des problèmes ou des conflits autrement que par la violence? Ça peut partir très tôt, hein, mais ça peut être aussi appliqué avec des personnes qui sont directement impliquées dans la délinquance violente. Donc, ça, c'est une chose. Et je vais terminer en disant le volet plus au niveau de moins de provocation. On veut travailler à réduire les tensions, à réduire les frustrations, essayer de prévenir des conflits, des disputes entre les groupes quand on connaît les principaux acteurs de ces groupes-là. Puis quand il y a des menaces qui se profèrent, est-ce qu'il peut y avoir une intervention de pacification, essayer pour calmer le jeu, comme on dit, pour éviter que ça se dégénère, puis faire prendre conscience aussi des dommages collatéraux que ça peut causer. Ça aussi, je vais y revenir tantôt. Ça peut être aussi de travailler au niveau de décourager l'intimidation, parce que je ne veux pas dire que l'intimidation mène à la violence armée, pas du tout, mais si on travaille déjà dans cette forme de prévention-là, ça peut éviter peut-être une escalade éventuelle. Et à cela, je termine en disant, attitude respectueuse des policiers, ça c'est intéressant aussi de dire, quand les policiers font des interpellations ou des arrestations qui sont respectueuses des personnes, peu importe si la personne contrevenante a fait des choses atroces, ça permet de calmer le jeu, de diminuer les tensions, les frustrations et éviter que ces conflits-là s'enveniment et surtout qu'il y ait des justifications en lien avec la violence. Okay? Parce qu'on va le voir tantôt, mais quand je dis, ben, c'est ça, les autres sont tous de même, puis là ça peut encore plus légitimer l'action ou ma violence que je peux utiliser. Donc ça, c'était pour les différents facteurs de risque. Ça va? C'est bon? OK. Il y a une autre forme de prévention que j'aime bien, qui est la prévention communautaire. Où là, je vous présente un peu, c'est le modèle, si vous voyez un peu la logique, un peu écosystémique, où on voit l'individu. Hein? Donc, si on veut bien faire une intervention, on doit travailler, oui, auprès de l'individu, mais l'individu a différents milieux de vie. Hein? Donc, il y a une famille, il y a des amis, il va à l'école, il y a un travail peut-être, il fréquente des organismes communautaires, peut-être qu'il va à l'église ou à un lieu de culte. Okay? Donc, tous ces milieux-là sont nécessairement présents dans le quartier, okay, dans un milieu donné. Ils peuvent avoir des liens un entre l'autre. Okay? Dans ces quartiers-là, on offre un paquet de services, que ce soit au niveau communautaire ou institutionnel. Il y a toute une dispensation d'offres de services qui sont là. Et bien sûr, il y a des normes, il y a des valeurs qui sont présentes dans ces différents quartiers-là, dans ces différentes communautés-là. Pourquoi j'amène ce point-là? C'est que si on fait une intervention qui est complètement dénudée de cette logique-là, qu'on fait juste penser à on va intervenir sur un individu, on oublie des éléments qui peuvent être drôlement importants. Et là, je rajoute à ça, il y a un contexte historique parfois, un contexte culturel, inégalitaire. Hein, on a des jeunes, justement, dans certains quartiers, qui peuvent avoir vécu toutes sortes de discriminations, toutes sortes de frustrations, qui peuvent avoir des idées aussi, même des idées préconçues, erronées ou des vraies idées par rapport à certains acteurs dans la communauté. Donc ça, si on ne prend pas ça en considération, notre action devient très limitée. Et là, je vais oser le nommer vu que c'est d'intérêt public. Ça a été nommé dans les médias. Il y a plusieurs années de ça, dans un quartier à Montréal, il y a un jeune homme qui est décédé. Je n'ai pas nommé le quartier, mais vous allez deviner, j'imagine, de quel quartier je parle. Un jeune homme qui est décédé suite à une arrestation policière, etc. Et ça avait créé toute une réaction de tous les acteurs dans la communauté. Et cette intervention-là, je dirais, et la réaction de la communauté, il y a eu des tensions sociales, il y a eu des révoltes aussi. Si on ne comprend pas ou si on ne tient pas ça en considération et qu'on se dit « Ah, mais je vais aller faire une action dans ce quartier-là, je vais aller intervenir dans ce quartier-là », sans se rappeler qu'il est arrivé des événements historiques marquants, je risque de frapper un mur, je risque aussi d'avoir beaucoup de résistance et je risque d'avoir je dirais, des levées de bouclier par rapport à des actions que j'aimerais déployer. Okay? Donc ça, c'est une chose aussi à toujours garder en tête quand on travaille dans un milieu
faut toujours s'adapter à l'aspect local. Je reprends toujours l'exemple pas l'exemple, mais la citation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui disait, c'était quoi Think global, act local. Donc, de penser global, agir local. J'aime bien ça m'a marqué comme façon de travailler parce qu'effectivement, il faut qu'on ait une stratégie qui est réfléchie globalement, mais elle doit être adaptée à chacune des localités si on veut être beaucoup plus efficace dans notre intervention. Donc voilà, ça c'est l'autre bout. Et là, je vous présente quelques interventions. Là, je vous ai listé, là c'est le bout de le fun. Je vous dis tout de suite, là. Peut-être pas le fun, vous allez voir pourquoi. Je vous présente les interventions. Je commence par les interventions pas nécessairement qui sont mauvaises, OK? Fait que ça peut être bon, mauvais, à nuancer. Fait que je vais vous présenter ça. Fait que je n'oserais même pas vous poser la question. Je pense que je vais y aller direct avec la réponse. Vous allez voir pourquoi, OK? C'est des affirmations. OK? Puis là, je vous dis, j'en ai ramassé 20. Ça, c'est des choses que j'ai entendues au cours de ma carrière. Des fois, j'ai changé un petit peu quelques petites informations, mais c'est des choses que j'ai entendues qui peuvent être des super bonnes idées des fois, ou des fois non. Fait que ça va être juste d'amener les nuances nécessaires. Ça, c'est une chose que j'ai entendue. Si on occupe les parcs et nos espaces publics, qu'on se réapproprie notre espace public, les jeunes n'auront plus de place pour commettre des délits. Fait que ça, c'est une façon de s'assurer aussi d'une certaine paix sociale. Si on investit nos milieux publics, bien là, il n'y aura plus de délinquance, plus de crimes, etc. Faire attention avec ça, parce que si on investit nos parcs et nos espaces publics sans inclure nos jeunes, bien, on fait juste déplacer le problème. Fait qu'ils vont juste aller ailleurs. C'est un peu ce qui est arrivé dans certains cas. Il y a eu un phénomène, des fois, qu'on a vu autant que nos jeunes se retrouvaient dans l'espace public, on les a, pour des bonnes raisons, bien souvent, là, mais aussi de mauvaises, on les a un peu chassés. Puis il y a eu un phénomène aussi de se ramasser plus dans les endroits privés. Il y a un bout, pendant plusieurs années, on a perdu de vue, je dirais, nos jeunes plus tannants, plus problématiques, qui étaient un peu plus à l'insu du regard, qui n'étaient pas nécessairement toujours présents dans les lieux publics. C'est un effet probablement direct de cette logique-là de on se réapproprie nos lieux publics. Ça, si on le fait, c'est important d'inclure les jeunes dans notre solution et non pas de les exclure, parce que ça crée d'autres problèmes plutôt que d'en régler. Ça ici, occuper les jeunes, leur faire des activités, ça prévient la délinquance. OK? Cette affirmation-là, en apparence, est très bonne. Si on fait des activités avec les jeunes, ils sont occupés. S'ils sont occupés, ils n'ont pas de temps pour commettre des délits. Vous avez sûrement déjà entendu, l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est cette fameuse phrase-là. Ça aussi, il faut faire attention parce que juste faire de l'occupationnel, c'est pas nécessairement suffisant. Si je fais juste occuper les jeunes, on sait très bien qu'ils sont capables d'aller faire leur délit après ou avant. Okay? Fait que c'est pas ça qui va prévenir le coup. D'ailleurs, il y a un programme américain qui avait été fait il y a plusieurs années. C'était du basketball, puis ils avaient fait ça avec des jeunes. Ils avaient regardé l'heure où ça se produit, les crimes, puis là, ils ont fait du basket pendant ce temps-là. Fait que c'était super bien pensé. T'sais. Mais l'étude, l'évaluation démontre qu'au final, il n'y avait pas une diminution de la délinquance. Mais les gars qui participaient à l'activité basket, ils disaient c'est cool, on fait du basket. Mais là, ça s'est juste déplacé les heures de la criminalité. Fait que, ça, c'est pas suffisant si on veut prévenir la criminalité, prévenir la délinquance, mais c'est nécessaire de faire ce type d'activité-là. Pas suffisant, par contre. C'est la nuance que j'amène. Faire des activités avec les jeunes, ça crée un lien de confiance et ça peut éviter les mauvaises relations avec la police. Souvent, là, ça c'est intéressant de dire, si on a des policiers qui sont là présents avec les jeunes, qui font des activités avec eux, ça va les rapprocher, ça va prévenir des problématiques. J'ai le goût d'amener une grosse nuance à ça. Ça va faire en sorte que le ou la policière ou les policiers qui sont présents dans l'activité, les jeunes vont développer comme probablement un lien, un respect avec eux autres, mais pas avec la police. Ça ne changera pas la police. Peut-être que ça va changer leur vision de certains policiers ou certaines policières. Mais si, après, ils sortent dans la rue puis ils se font interpeller par un policier qui c'est beaucoup plus cavalier comme interpellation, bien là, ça vient de défaire tout le travail qui a été fait. Okay? Donc ça peut être intéressant, mais il y a toute une réflexion autour de, ça ne doit pas être l'affaire juste par exemple, des sociocoms qui vont s'impliquer dans ce type d'activité-là. Pour essayer le plus possible d'inclure l'ensemble des policiers, par exemple, dans un quartier, là, je donne l'exemple de Montréal, mais dans un PDQ, un poste de quartier, mais que l'ensemble des policiers puissent être impliqués dans différentes activités, changer aussi leur vision, leur perception des jeunes. Parce que je vais me permettre de le nommer,
ce matin avec la présentation intéressante de M. Dubé. Quand j'écoutais M. Dubé, moi, ça venait me heurter parce que c'est comme si on me dépeignait des psychopathes ambulants. Puis là, je vais dire quelque chose d'horrible, mais ces individus-là, c'est des personnes qui ont vécu toutes sortes de choses difficiles probablement dans leur vie, qui font des choses inacceptables. Il n'y a personne qui va dire non, non, c'est tout à fait justifié, justifiable ce qu'ils font, pas du tout. Mais ce pas tous des psychopathes. Et il y en a une gang là-dedans qui ont vécu toutes sortes de situations, puis on se dit, si on avait pu faire de quoi en amont, avant, en prévention, est-ce qu'on aurait pu s'éviter toutes ces problématiques-là? Probablement que la réponse, c'est oui. Malheureusement, on ne l'a pas fait, puis là, on en paye les contre-coups. Donc, c'est important des fois, essayer de changer notre perception par rapport à ces auteurs de délits-là. Hein? Ça peut être difficile. Je vous parle peut-être une autre langue actuellement, mais c'est important de changer notre façon de penser par rapport à ça. Les kiosques d'information. Des fois, on aime ça, hein, de faire des kiosques d'information pour sensibiliser. Là, on se dit, là, les jeunes, on va leur parler des ressources qui existent dans le quartier, on va leur donner de l'information sur les services qu'ils peuvent aller chercher. Ça ne marche pas. Ça, je vous le dis tout de suite, ce type d'intervention-là ne marche pas. Souvent, l'erreur, c'est que ces kiosques d'information-là, on les tient une fois par année, dans la semaine de la prévention de la criminalité, hein, par exemple. On fait ça, puis là, on se dit, on fait des actions pendant une semaine. Mais le reste de l'année, si on ne fait rien, ben, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de continuité, donc il y a pas c'est comme un peu un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'on ait des actions qui soient multipliées à long terme, sur toute l'année, si on veut réellement avoir une incidence sur la prévention entre autres, de la violence armée. Et l'autre chose, j'ai le goût de dire, nos jeunes les plus en difficulté, moi j'ai travaillé aussi avec les familles, mais nos jeunes et les familles les plus en difficulté, ce sont eux qui n'iront pas chercher les services. Fait que si on est là, puis à leur parler des services qui sont offerts, puis venez dans notre organisation, on est là, puis on vous offre plein de services, ils ne viendront pas. Fait que là, il ne faut pas leur dire, ben, pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'on leur offre pourtant le service. Non, il faut changer notre façon de faire. Il faut aller vers ces jeunes-là, vers ces familles-là, aller offrir les services directement et non pas attendre qu'ils viennent les chercher. Pour toutes sortes de raisons que je pourrais parler pendant longtemps, mais je vais m'arrêter là. Donc, c'est un constat quand même important. L'autre chose, les séances d'information sur ce que les parents ne peuvent pas faire aux enfants. Je m'explique. Tantôt, je vous ai présenté les facteurs de risque. Hein? Je vous ai dit, mettons, la violence en contexte familial, c'est un des gros facteurs de risque. Si j'ai la bonne idée de faire une séance d'information avec des parents en leur disant, vous savez, vous ne pouvez pas frapper vos enfants, vous ne pouvez pas, hein, vous n'avez pas le droit légalement, vous ne pouvez pas faire ça. Si je fais ce genre d'activité-là, bien que c'est de la sensibilisation, ça aussi, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, surtout que je ne présente pas le contrepoids, je ne présente pas l'alternative. Donc, si je veux faire vraiment une bonne sensibilisation, oui, je peux parler des aspects légaux, donc ce que tu ne peux pas faire, mais qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce que vous faites qui est bien qu'on peut valoriser et reconnaître? Hein? Parce que ça, je le dis toujours, surtout avec les parents, c'est rare le parent qui veut vraiment le mal de son enfant. J'en connais pas beaucoup. Il y en a, là, mais il n'y en a pas tant que ça. T'sais. C'est juste que dans la pratique ou dans la façon de le faire, c'est pas toujours celle qu'on perçoit comme étant bonne. Donc, est-ce qu'on est capable de connecter avec eux sur on veut tous le bien de notre enfant? Puis si oui, bien, il y a différentes façons d'y arriver. Puis vous le faites comment? OK, il y a des éléments qu'on peut reconnaître là-dedans, il y a des forces aussi. Ça, c'est important parce que ça peut changer la façon dont le parent va réagir et la façon dont le parent va vouloir travailler avec nous par la suite. OK? Oui. Je pense aussi dans ces séances d'information, ce qui manque, c'est d'avoir d'être sensible aux différences culturelles. Oui. Parce que la manière d'éduquer, en fait, les enfants sont très différents d'une famille à l'autre, mais aussi d'une culture à l'autre. Mm-hmm. Puis, dans certaines cultures, le fait de parler fort, ça peut être crier sur l'enfant, alors que dans d'autres, non. Je donne un exemple anodin là, sur le fait de parler fort, par exemple. Et il y a toutes sortes de petites particularités comme ça. Par exemple, le respect. La notion du respect n'est pas pareille pour tout le monde. Le respect du parent n'est pas pareil pour tout le monde. La manière de parler à ses parents. Moi, je pense que dans ces séances d'information, parfois, c'est ça qui manque aussi. C'est cette sensibilité aux différences culturelles qui pourrait faire de grosses différences. C'est-à-dire, on passerait le même message
Tout à fait. De manière très constructive, je veux dire. Tout à fait. Là, je vais juste répéter peut-être pour les gens à distance, mais il y a effectivement toute l'importance d'avoir une sensibilité par rapport aux différences culturelles. Ça, c'est très, très, très important. Puis c'est là où je dis, on peut se rejoindre sur les valeurs. Peut-être pas au niveau des pratiques où il y a des éléments qui vont être divergents, mais on va tous se rejoindre au niveau des valeurs. Et si on arrive à connecter au niveau des valeurs, ben, on va commencer à créer le lien, chose qui est toujours difficile à faire, surtout avec certains parents. Donc, bref, ça peut être une avenue intéressante. On doit installer des caméras de sécurité pour dissuader les personnes de commettre un crime violent. Hein? Ça, là, ça c'est intéressant. Là, j'ai peur de m'avancer maintenant. Comme on l'a vu ce matin, c'est sûr que ça peut être intéressant, un niveau d'enquête policier, il y a de la preuve. Je ne suis pas en train de dire il ne faut pas mettre de caméra. C'est pas ça du tout. Okay? Donc, oui, c'est important. Mais seul, c'est très limité comme portée. Hein? Puis on l'a vu, il y a des gars qui, même s'il y a des caméras de sécurité, puis je suis sûr qu'ils savaient qu'il y avait des caméras là. Puis ils s'en sont pas mal sacrés. T'sais, sur l'image qu'on voyait, les images qu'on voyait, c'est pas ça que ça a fait. Oh, non, on peut pas faire ça ici, on va aller ailleurs. T'sais. Fait que c'est pas ça qui va nécessairement faire que ça va s'arrêter. Ça peut être un bon outil au niveau des enquêtes, ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que ça va dissuader? Pas tant que ça. Okay? Donc, ça, c'est la portée limitée, je dirais, de ça. Si c'est fait avec d'autres choses, bien sûr, ça peut être un outil intéressant, mais ce n'est pas suffisant pour diminuer les crimes violents. La surveillance est nécessaire si on souhaite diminuer le nombre d'incidents violents. Et là, je ne voulais pas inclure, mais la surveillance, là, ça peut être la surveillance parentale, ça peut être la surveillance à l'école, hein? L'aspect surveillance. Là, je vais vous faire une grosse distinction entre deux mots que je trouve très pertinent de faire comme distinction entre la surveillance, je vais donner l'exemple des parents, la distinction entre la surveillance parentale et la supervision parentale. Juste si je vous dis ça comme ça, est-ce que vous sentez une différence entre les deux termes? Hein? Tu sais, dans surveillance, là, c'est je te check. Comme image, là, je t'ai à l'œil, je te regarde. Tu sais? Fait que j'attends que tu fasses un faux pas, puis là, je vais te pogner. Tu sais? Ça, c'est la surveillance parentale. La supervision parentale, c'est je m'intéresse à toi, je me soucie de toi, puis je veux que tu sois bien. Fait que, tu sais, je veux savoir, mettons, tu t'en vas avec qui, tu es avec qui, parce que si j'ai besoin de te rejoindre ou quoi que ce soit. Hein, il y a comme un volet un peu plus intéressé que externe en train d'épier ce que son enfant fait. Grosse distinction, même pour les intervenants. Tu sais, pas plus tard qu'hier, je rencontrais des intervenants scolaires, puis j'amenais cette notion-là, même au sein d'une école. La surveillance, hein, le surveillant qui est là puis qui check pour pogner les méchants, là, ça marche pas super gros. Par contre, si je fais de la supervision, je suis là, le faire avec, je suis avec les jeunes, je crée le lien, ça peut être beaucoup plus aidant pour diminuer ce genre d'incident-là de crimes violents. Donc, c'est une petite nuance que je voulais apporter. Il faut travailler l'estime de soi des jeunes pour éviter qu'ils sombrent dans la délinquance. Ça, je l'ai souvent entendu. Ça, c'est important de travailler l'estime de soi. Hein? Là, je ne veux pas péter votre ballon, mais l'estime de soi n'est pas directement liée à la délinquance, la violence, hein, la criminalité. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Okay? Oui, on sait que nos jeunes, il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes. C'est important de le travailler. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste que si je travaille là-dessus, ça ne doit pas être mon objet, ma cible d'intervention parce que je n'aurai aucun impact sur la criminalité. L'exemple que je donne toujours, c'est si je fais en sorte qu'un jeune se sente mieux dans sa peau, ben, il peut juste se sentir mieux dans sa peau à commettre des délits. Okay? Ça ne fera pas comme « Ah, je me sens mieux, fait que j'ai plus le goût nécessairement de commettre des délits ». Il y a d'autres types d'interventions plus prioritaires qui doivent être privilégiés si on veut faire une bonne intervention juste et adéquate. Pour prévenir les troubles de santé mentale, si on veut prévenir la violence armée. Ça, on a entendu beaucoup aussi dans les médias, les situations de santé mentale, c'est souvent mis de l'avant, des problèmes de santé mentale liés à l'utilisation des armes à feu. Peut-être amener des nuances. Quand on parle de santé mentale, c'est un concept extrêmement large. Hein. Je pourrais dire, la santé mentale, ça englobe tout. Hein. Fait que là, on s'entend que si je parle des troubles de santé mentaux, comme des troubles psychotiques, c'est vraiment des troubles plus graves, c'est une infime minorité qui vont agir de manière violente avec violence armée, utilisation d'armes à feu. Il y a eu plusieurs études, là, je n'ai pas des études ici au Québec, mais plusieurs études américaines qui viennent relater là, vraiment un infime pourcentage de clients, là, plus au niveau psychiatrique, là, qui utilisent ou qui ont utilisé une arme à feu. La majorité du temps,
ce sont d'autres individus qui utilisent ça, d'où l'importance de bien savoir à qui je m'adresse si je veux faire un bon programme d'intervention. Un policier qui vient dans les écoles pour informer les élèves des dangers liés aux armes et sur les conséquences de la vie criminelle. Ça peut être intéressant, ça dépend comment c'est fait. Puis là, j'explique la nuance. Si le but, c'est d'essayer de dire, faites attention, si vous rentrez dans les gangs ou dans les groupes criminels, ou si vous utilisez des armes à feu, vous allez finir en prison, à la morgue, ou ce genre de discours de peur-là, ça ne fonctionne pas avec nos jeunes. Okay? C'est pas du tout ça. Ça n'a aucun impact sur eux. Et au contraire, je dirais. Puis là, je vais vous donner l'exemple. Si j'arrive dans une classe, j'ai un discours comme celui-là, mes jeunes les plus à risque vont rire, dans leur barbe, mais ils vont rire de ce que le policier est en train de dire. Puis nos jeunes les moins à risque, qui ne sont pas à risque du tout, les autres vont juste faire comme c'est juste malade, là. Moi, c'est comme ça ne m'intéresse pas du tout. Okay? Fait que j'aurais eu aucun effet de ma prévention parce qu'ils n'étaient déjà pas à risque, ils ne seront pas plus à risque après. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement une stratégie gagnante. Ça dépend si on veut vraiment donner je vais dire, du contenu, des habiletés, résister à la pression des pairs, comment on peut travailler autrement. Idéalement, de le faire en combinaison avec un intervenant, par exemple, du milieu scolaire, en duo, ça peut être aussi des avenues intéressantes. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que, outre le contenu d'une présentation, c'est aussi le symbole de la police en tant que telle? Mm-hmm. Est-ce que la même conférence donnée par un intervenant aurait un impact différent avec le même langage? Avec le même discours? Le même discours, c'est-à-dire, au lieu de venir en disant, parce que de toute façon, les jeunes, comme on le sait, c'est les comportements à risque, c'est le faire, c'est la nouveauté. Mm-hmm. Donc, un intervenant qui viendrait dans un mode de discussion, mettre de l'avant, mais de manière indirecte, c'est-à-dire en laissant le jeune lui-même dire c'est quoi les conséquences d'être dans un gang. C'est quoi les risques d'être dans un gang selon vous? Et là c'est autre chose, parce que dans le fond, on n'est pas dans la même chose. Si on veut faire une bonne intervention, l'exemple que vous donnez est très bon, c'est-à-dire que si un intervenant va, mais ça peut être un policier aussi qui fait la même chose, et qui est lui, là, je vais vous donner l'exemple que moi qui m'avait déjà frappé. Là, mais mettons que tu as un policier qui arrive là, puis qui va parler des drogues. Ça se faisait il y a quelques années. Là, je ne sais pas si ça se fait encore. Ça se fait encore. Mais je sais que là, on m'avait raconté ça. Là, fait que c'est pas nécessairement ici à Montréal ou proche. C'est peut-être dans une ville très éloignée au Québec. J'ai aucune idée c'est où. Mais il y a un policier qui avait rencontré une classe de jeunes, jeunes en difficulté, puis il avait commencé sa présentation en disant, les drogues, des fois, ça peut être le fun. Là, tout de suite, les jeunes ont fait comme qu'est-ce que c'est ça, ce policier-là, qui dit les drogues, ça peut être la fun. Ah oui, c'est sûr, des fois, tu peux prendre tel type de drogue, tu peux vivre des effets, puis là, c'est comme waouh, c'est le fun, puis tu tripes. Mais qu'est-ce qui se passe après? Puis là, qui a commencé à amener les deux côtés de la médaille. Et ça, c'est intéressant parce que là, à ce moment-là, quand on fait ça, on laisse le jeune, on laisse au jeune le choix de faire ses propres choix, ses propres décisions. Mais je ne suis pas en train de pousser d'un bord un message. Donc, c'est là où on sait que les approches de type moralisatrice, même si c'est un intervenant communautaire qui dit « fais pas ça, tu vas te ramasser à la morgue », les gens vont le faire quand même. Ça ne marche pas. Cette approche-là ne fonctionne pas. Donc, au fond, ce n'est pas le fait que ça soit des policiers ou même de parler d'armes ou de... C'est plus le côté moralisateur qui passe pas chez nous. Exactement. Le côté moralisateur avec des jeunes, ça ne marche pas. Si vous avez des ados à la maison, vous savez probablement que ça ne marche pas. Exactement. Un autre ici, si j'invite un ancien membre de gang à venir témoigner de son expérience à des jeunes en milieu scolaire, un peu dans la même logique, je dis toujours, faites attention si vous avez cette idée-là. Moi, je travaille avec des anciens membres de gang qui, là, sont devenus intervenants, sont vraiment géniaux. Quand ils vont parler à des intervenants, ils font des conférences témoignages devant des intervenants. Fait que là, pour être sensibilisés à leur vécu, ça, c'est une chose. Ils sont des pères aidants, ils font des interventions en individuel. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Mais de faire une présentation devant une classe, par exemple, en milieu scolaire, devant des jeunes qui sont peut-être à risque, d'autres qui ne le sont pas, je risque d'envoyer un drôle de message. Je risque d'envoyer un message pour mes jeunes les plus à risque, de faire « Wow, ça, c'est cool ». Puis, il y a comme une distorsion cognitive à l'adolescence de juste voir l'aspect positif, de dire, ben ça c'est hot, moi je vais faire ça, mais je ne me ferai pas pogner.
Lui, il s'est fait pogner par la police à un moment donné. Là. Moi, je ne me ferai pas pogner. Ils sont toujours plus brillants. Là, eux, ils ne seront pas pognés, mais ça devient comme un peu plus fascinant. Et encore une fois, notre jeune qui n'était pas à risque, qui va écouter ça, il va juste faire c'est fou, c'est pas fait pour moi cette affaire-là. Okay? Fait qu'on n'aura pas eu plus d'impact nécessairement. Fait que là, je passe rapidement, j'ai une couple d'affaires. Je finis bientôt mes petites slides là-dessus. On invite un conférencier sportif professionnel pour parler de son parcours de réussite. Ça aussi, des fois, on se dit, c'est important que les jeunes aient des modèles positifs. Je suis tout à fait d'accord. Si je fais juste miser sur les modèles d'exception, j'envoie aussi un drôle de message. Tu sais, les modèles, là, pour se rendre un professionnel sportif, là, de la NBA, par exemple, oui, il y en a qui y arrivent, tant mieux. C'est la minorité. Fait que si c'est ça qui me permet de dire on va prévenir, c'est pas suffisant. L'idéal, ce serait de diversifier nos modèles de réussite, des gens qui viennent du quartier, qui occupent toutes sortes d'emplois, de présenter ça aux jeunes. Ça peut aussi redonner espoir sur différentes avenues possibles dans la société. Ça, c'est chose qu'on ne fait pas assez, à mon avis. Inviter une troupe de théâtre pour venir sensibiliser les jeunes sur les gangs et la violence. Ça, encore une fois, ça peut être intéressant comme outil de sensibilisation, mais ça ne peut pas être fait seul. Si je fais juste présenter ça, puis après je dis merci, bonsoir, puis je m'en vais. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est comme si je venais de shaker, excusez les anglicismes de tantôt, de shaker le pommier, là, puis là, j'ai laissé plein de pommes tomber par terre, puis je ne m'en suis pas occupé, puis je ne les ai pas attrapées avant qu'ils tombent. Il faut mettre tout un filet de sécurité autour d'une activité comme celle-là, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut susciter chez certains jeunes comme désir d'aller chercher de l'aide. Donc, ça aussi, c'est à tenir en considération. Et là, si je veux dissuader des jeunes de s'engager dans la criminalité et des gangs, on doit les inviter à aller en prison pour voir la réalité, comment c'est dur en prison. Ça, je l'ai déjà entendu, des intervenants qui se disent ça pourrait être une bonne intervention à faire. Très mauvaise intervention. Ça, c'est les programmes de type Scare Straight, là, donc on cherche à faire peur aux jeunes pour les dissuader. Ça ne fonctionne pas. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais il y a certaines études qui montrent que ça augmente le niveau de délinquance. Donc, c'est vraiment pas souhaitable comme type d'intervention. Un peu dans le même style, rien de mieux que de discipliner nos jeunes parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre le respect des règles. Ceux qui se disent, c'est important d'aller avec la ligne dure. Là. Mais les programmes américains, encore une fois, parce qu'eux, ils ont pas mal plus évalué que nous, fait que je suis obligé de parler beaucoup de nos collègues du Sud, mais les programmes qui sont un peu plus de type bootcamp, ou c'est disciplinaire, où on va enseigner la discipline aux jeunes, malheureusement, ne fonctionnent pas. Et encore une fois, non seulement ne fonctionnent pas, mais des fois augmentent le niveau de délinquance. Donc, pas très souhaitable. Et qu'est-ce qui fait que le niveau de délinquance augmente? C'est la colère? C'est le fait d'avoir des... pas la cause. J'ai pas la cause de ça. Une des hypothèses, il y a peut-être ça. Là, il y a peut-être une genre de frustration. Oui, sentiment de je sais pas. Mais oui, effectivement, ça pourrait faire partie d'une genre de colère qui est vécue là, face au système, exactement. Là, j'arrive à quelque chose d'intéressant. Il faut sanctionner sévèrement un geste de violence qui est commis pour envoyer un message de non-tolérance de la violence. Tantôt, on parlait de la question de la sévérité de la sentence. Là, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais dans la théorie de la dissuasion, ce qui a été évalué, c'est l'élément de la certitude qui est plus efficace que celle de la sévérité. Fait que, on le sait, il y a certains États américains, mettons, il y avait peine de mort, il n'y avait pas moins de délits violents puis moins d'homicides parce qu'il y avait peine de mort. C'est pas la sévérité de la sentence qui va jouer parce qu'au final, c'est un genre de choix, décision qui est prise. J'ai peu de risques de me faire prendre ou je sous-estime les risques, je vais le faire quand même. Par contre, si je sais qu'à chaque fois que je fais de quoi, je vais me faire prendre, ça risque de diminuer la possibilité que je commette un délit. Donc, la question de la sévérité, je ne dis pas qu'il faut des peines bonbons, c'est pas ça que je suis en train de dire, là, comment non, c'est pas ça non plus. Mais je dis juste que si on fait juste miser sur la sévérité, c'est pas ça qui va avoir un effet dissuasif. Si j'augmente les tensions, oui. Si j'augmente l'intensification des patrouilles policières dans les quartiers où j'observe des événements violents, ça peut être intéressant pour calmer le jeu dans certaines situations, mais je risque de créer un effet pervers aussi. Si j'intensifie mes patrouilles policières, je vais envoyer aussi un message à la population de c'est très dangereux dans mon secteur. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je risque aussi de créer, comment je peux dire, des situations fâcheuses où il va y avoir des interpellations peut-être qui ne sont peut-être pas justifiées totalement parce qu'on va avoir beaucoup sur la crainte, sur le risque, etc. Et là, je risque d'augmenter les tensions sociales. Donc, si je veux intensifier les patrouilles policières, c'est important que ça soit bien ciblé dans les bons secteurs pour éviter que ça dérape. Et encore plus, non seulement bien ciblé,
mais que le lien de confiance entre la police et la communauté dans le quartier est très solide. Ça va permettre de légitimer l'action. Là, j'accélère juste rapidement pour mes deux dernières. Il faut absolument éviter de judiciariser un jeune, car ça compromet son avenir. Hein? Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il ne faut pas du tout judiciariser, c'est pas bon, parce que s'il se ramasse dans le système, je suis d'accord, il y a des risques associés à la judiciarisation. Il y a certaines situations, par contre, où on l'a échappé. Hein? Je travaille avec des gens qui travaillent en jeunes contrevenants. Quand j'entends des histoires de jeunes aucunement connus du système, qui arrivent à 17 ans et 3/4 dans notre système, après ça a été fait arrêter pour un délit, par exemple, arme à feu, mais qu'on n'a rien comme information sur lui, là. Il arrive proche de ses 18 ans, on a très peu de temps de faire un travail quelconque avec lui et de réadaptation au juvénile. Puis pas longtemps après, il se retrouve, puis là, on le retrouve aux adultes, etc. La trajectoire, bien souvent, on se rend compte quand on regarde là, dans sa trajectoire de vie que des fois, il est arrivé des situations, puis on n'a pas dénoncé. Hein? On avait de l'information, puis on n'a pas rien dit. On a laissé passer, puis etc. C'est important de sanctionner parfois, hein, pour arrêter l'agir, puis intervenir par la suite. C'est l'intervention qui est nécessaire. C'est pas la sanction, c'est juste un levier. C'est l'intervention qui est nécessaire. Donc ça, c'est un point de nuance important. On investit seulement dans les jeunes les moins à risque parce que, hein, c'est quoi j'ai dit? On investit seulement les jeunes les moins à risque parce que plus ils sont violents et dangereux, moins ils sont réhabilitables. Hein? Mais ça, c'est intéressant. La recherche nous démontre un peu l'inverse. C'est-à-dire que si on investit trop nos jeunes pas à risque, hein, parce qu'on se dit qu'ils sont plus faciles d'accès, c'est plus facile de travailler avec eux, je peux avoir des effets iatrogènes inverses. Si je mets trop d'intensité d'intervention sur des jeunes qui ne sont pas à risque, ça risque de créer l'effet inverse. Si je mets beaucoup d'intensité d'intervention sur mes individus les plus à risque, c'est là que je risque de voir des changements dans leur comportement, dans leurs attitudes. Donc, c'est important, au contraire, de cibler ces populations-là qu'on délaisse trop souvent. Ça, c'est ceux que je dis toujours, c'est ceux qui sont toujours oubliés dans nos interventions. Et je termine en disant, pas ma présentation, mais je termine cette section-là en disant, chaque partenaire a un mandat et une mission qui lui est propre. Il est important que chacun fasse son travail. Au final, on va couvrir tous les aspects de l'intervention. Pas tout à fait. Quand on lit ça comme ça, c'est que chacun travaille en silo de leur côté, puis on se dit à un moment donné, on va tout boucher le trou. Malheureusement, non. On a des jeunes qui vont justement tomber entre nos cracks, excusez le terme, entre nos failles dans le système. Donc, c'est important qu'on puisse travailler ensemble. Donc, cette section-là, je la passe, vous m'excuserez, parce que dans le fond, tout ce que je vous ai dit, là, je vous le présentais un peu en wrap-up. Fait que là, je passe quelques slides, excusez, ça ne sera pas très long. OK, donc, je présentais les différentes interventions dans nos différents milieux. Donc, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Et je suis content, d'ailleurs, Jean-Marc, ce matin, tu as présenté les interventions policières qui fonctionnent mieux. Donc, ça aussi, j'allais faire une présentation de ces aspects-là. Je vais terminer un plus ma présentation avec l'aspect de résolution de problèmes. On sait dans les approches, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux? C'est les programmes qui ont pris le temps de faire une résolution de problèmes pour bien s'attaquer justement au phénomène des violences armées. Hein? Tantôt, quand je vous donnais la citation d'Einstein, de bien réfléchir aux problèmes, prendre plus de temps à la réflexion qu'à l'action, c'est parce que quand on fait ça, ça définit notre solution par soi-même. Donc, avant de passer à l'action, surtout pour la thématique des violences armées, là, je vous amène des points quand même de rappel importants. La violence armée, bien qu'on l'a vu un peu dans différents secteurs, est quand même concentrée dans certains secteurs. Et ces secteurs-là vivent toutes sortes de conditions de vie difficiles. Hein. J'ai donné des exemples, là, racisme, discrimination, relations avec la police qui peuvent être tendues. Donc ça, on ne peut pas faire fi de ces aspects-là. On ne peut pas faire fi non plus qu'une intervention seule par un seul acteur est suffisante. On le sait qu'on a besoin de travailler collectivement sur la problématique. Hein. Il n'y a pas personne d'entre nous qui va être capable de travailler cette problématique-là seul. Et si on fait juste arrêter des personnes, hein, la neutralisation n'aura pas l'effet escompté parce qu'il va toujours en avoir un autre ça va se reproduire. Hein. Il y a une espèce d'effet justement de contagion et le fait qu'il y ait conflit entre certains groupes, entre certains individus associés à ces groupes-là, bien, ça augmente les probabilités de riposte violente. Donc, si j'en arrête un, mais il y en a un autre qui va l'agir, la violence. Donc, ça doit être une intervention plus globale et collective. L'autre chose aussi, avant de déployer un programme d'intervention, réfléchir à ça. Déclarer la guerre aux gangs, comme ça a souvent été nommé, là, on va déclarer la guerre aux gangs. C'est aussi de déclarer la guerre
aux jeunes et aux familles d'une communauté. Tous nos gars qu'on a vus tantôt sur les caméras, là, moi, tantôt, la première chose qui me venait en tête, c'est que je m'imaginais le petit frère, la mère. Je pensais à tous les gens autour de ces jeunes-là. Là. De dire, eux, ils en subissent les contre-coups. Ce n'est pas nécessairement eux qui ont décidé de faire le choix de leur enfant, là, mais ils en subissent les contre-coups. Quand on se dit on va faire la guerre aux gangs, puis que leur jeune est impliqué là-dedans, ben, on leur dit on va s'attaquer à votre fils. Puis comme parent, si on me dit je vais m'attaquer à votre fils, moi, ça me fait mal. Si on me dit on va travailler les comportements problématiques de votre fils, ça, c'est autre chose. Vous voyez la petite nuance, on va travailler contre votre fils ou sur les problématiques que votre fils vit, c'est deux choses complètement différentes. Donc, dans le message, ça aussi, c'est important. Comprendre que les auteurs et les victimes ont souvent des caractéristiques communes, des trajectoires communes, puis qu'il faut aussi travailler tant le symptôme de la violence, tous les symptômes, l'insécurité, les traumas, tout ce qu'on parlait tantôt, mais aussi les causes. Donc, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui cause cette violence-là. Et je vais vous donner une courte démonstration très rapide. L'approche de résolution du problème, là, je donne un cours complet là-dessus, fait que là, je ne pourrais pas faire ça là. Il me reste 10 minutes. Donc, je vais juste quand même vous ramener les questions de base. Puis ça, on les connaît tous, ces questions-là. Hein? Fait que il n'y a rien que je vais vous apprendre là d'extraordinaire. La fameuse, qui sont les auteurs et les victimes de ces violences-là qu'on observe actuellement? Hein? Donc, on doit faire un portrait pour savoir c'est qui exactement, l'âge, bon, etc. C'est qui ces jeunes-là? Quelles sont les conséquences de cette violence-là? On l'a vu, hein? Non seulement ça crée de l'insécurité, ça crée de la panique, cette violence-là crée des dommages aussi aux propriétés. Il y a un paquet de conséquences de cette violence-là. Quels sont les secteurs chauds? C'est où que c'est plus problématique? Hein? C'est pas partout pareil, diffusé partout dans une ville au complet. Il y a des secteurs plus chauds, donc on doit bien les identifier, bien les cibler. On doit aussi savoir c'est quand, donc c'est quoi les heures, les jours les plus problématiques, ça aussi on est capable de l'identifier. Et quel type de violence armée? Parce que là, on parle beaucoup de violence armée. Là, il y a violence par arme à feu, mais la violence par arme blanche est toujours aussi présente. Là. Il y a quand même ça comme problématique. Il y a d'autres types d'armes aussi qui sont utilisées. Donc, quel type de violence qu'on veut travailler exactement? Et une fois qu'on a tout précisé ce problème-là, on se pose la fameuse question « Pourquoi? » Ça, c'est la grosse question. Pourquoi on observe cette hausse de violence-là dont on parle hein, depuis, ça dépend de quelle date de référence on prend, mais 2018, 2019, pourquoi on observe cette hausse de violence-là? Généralement, quand on fait de la résolution de problèmes, pour un gros phénomène social comme ça, on peut estimer environ 3 à 4 causes principales. Il faut travailler fort ensemble, collectivement, pour identifier ces causes-là. Quelles sont les causes les plus probables liées à cette violence-là? Ça, il y a un principe qui s'appelle la loi de Pareto, ou le principe de Pareto, du 20-80, peut-être ça vous dit quelque chose, mais il y a 20% des causes qui expliquent 80% des effets. Si j'arrive à identifier ce 20%-là des causes, je risque d'avoir un effet sur 80% de la problématique. C'est énorme. Donc, il faut que je les cible adéquatement. Il y en a des approches qui ont fait ce travail-là. On serait fou de tout refaire le processus, mais on peut quand même s'inspirer de ça. L'approche de dissuasion ciblée, j'aime pas le terme, mais vous allez voir pourquoi. Il y a 3 composantes à cette approche-là. Une approche, ça le dit, dissuasion. Donc, on veut faire en sorte que les personnes qui commettent des délits reçoivent un message qu'on ne veut plus tolérer cette violence-là. Okay? Donc, à partir de maintenant, ce ne sera plus toléré, il va y avoir des actions qui vont être prises. Ce message-là, par contre, est fait de manière bienveillante. C'est pas on vous a à l'œil, on vous check, on vous attrape, puis les bandits. C'est pas ça. C'est vous faites partie de la communauté, hein, puis on veut assurer votre sécurité ainsi que la sécurité de toute la communauté. Puis pour ça, on doit prendre des moyens pour faire en sorte que ça l'arrête. Et si ça implique de vous arrêter, ben c'est ça qui va arriver pour assurer votre protection et la protection des autres. Et vous voyez la nuance dans le discours, il y a quelque chose de plus inclusif que vous êtes les méchants puis on est les bons. C'est une autre façon de le présenter. Ensuite, cette approche-là mise beaucoup sur le soutien. Hein? C'est le principe de l'approche du bâton et de la carotte. Hein? Il y a le bâton, c'est qu'est-ce qui pèse au-dessus de leur tête, mais la carotte, c'est qu'est-ce qu'on a à leur offrir en échange. Donc, quels sont les services qu'on peut leur offrir, l'accompagnement, toutes les démarches de réinsertion sociale, qu'est-ce qu'on a à leur offrir à ces individus-là? Ça, c'est une chose, si on veut les inclure dans notre société, pour pas qu'ils se sentent justement marginalisés et exclus. Et on doit également mobiliser la communauté pour y arriver. Les citoyens sont essentiels. Puis mobiliser la communauté, encore là, je pensais à ce matin, je voyais les vidéos, il y a des commerçants qui ont été touchés, il y a des parents qui ont été, dont leur enfant a été victime.
c'est important d'aller mobiliser ces personnes-là qui ont une voix, qui ont un vécu, puis qui peuvent aussi passer un message que, comme communauté, on est tanné, on ne veut plus voir cette violence-là. Et de faire comprendre à des individus que leur violence qui justifie en disant c'est juste entre nous, là, c'est juste nous, on est dans des groupes criminels, là, puis on se tire dessus. C'est juste ça. Des fois, ils ont cette vision-là, c'est entre nous. Mais ils ne se rendent pas compte de tout l'impact que cette violence-là, puis ça a bien été montré ce matin, à quel point ça peut avoir une portée dommageable sur les propriétés, sur des individus, sur d'autres aussi qui n'étaient pas nécessairement ciblés par cette attaque-là. Donc ça, c'est important de travailler cette dimension-là. Donc, je passe rapidement. C'est une approche qui est reconnue, hein, donc qui a été évaluée à maintes reprises. Donc, une approche qui vise les groupes, qui met l'accent sur le traitement, l'offre de service. Donc, la dissuasion ou le volet répressif, c'est un levier, c'est pas la finalité. C'est un levier pour permettre l'offre de service. Et c'est cette offre de service-là, si elle est acceptée, qui permet une diminution concrète de cette violence armée-là. Des diminutions qui peuvent aller, dépendamment des programmes qui ont été évalués, entre 33 et 50 de diminution des crimes violents, entre autres par arme à feu. Okay, donc, c'est assez intéressant comme efficacité. C'est important que cette approche-là cible des comportements indésirables plutôt que des personnes indésirables. Donc, on ne veut pas stigmatiser des personnes, on veut dénoncer les gestes qu'on n'accepte plus. Okay, ça, c'est important toujours à garder en tête. Et on veut cibler des contrevenants au risque, donc ceux qui sont impliqués dans des violences, pas toute la population contrevenante, puis c'est pas monsieur, madame, tout le monde non plus qui recevrait ces services-là, c'est dédié à ces populations-là. Donc, c'est ça, c'est le modèle. Une des approches intéressantes aussi, c'était à Glasgow, où ils ont mixé justement le modèle de santé publique avec le modèle de sécurité publique, et eux ont vu une diminution de 50 de leur délinquance violente à ce niveau-là. Donc là, je passe très, très, très rapidement. Puis là, je suis obligé de passer vite parce qu'il me reste combien de temps? Juste 2? Okay. Je passe rapidement. Il y a tous des principes théoriques. C'est pas moi qui invente ça et qui se dit, OK, il y a vraiment tous des principes théoriques derrière cette approche-là. Je vais juste me permettre de nommer rapidement les deux dernières. Justification morale. On veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de justification à l'utilisation de la violence. Qu'il n'y ait pas à se dire, j'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix de tirer dessus, puis qu'il y ait toutes sortes de rationalisation. Si toute la communauté est mobilisée pour dire on ne veut plus ça, puis qu'en plus on a des services à leur offrir, une offre de service réel, tu n'as plus vraiment d'excuses pour continuer à agir ta violence. Okay? Donc, ça permet de diminuer les excuses. Et le principe de justice procédurale est essentiel à cette approche-là, c'est-à-dire on veut que quand il y a une intervention policière qui est faite, elle soit faite de manière respectueuse pour que la perception de l'individu, il voit que la police, on peut faire confiance aux services de police hein, qui font des interventions respectueuses, qui font des interventions ciblées. On comprend le travail des policiers aussi. Donc, il y a tout un travail pour recréer le lien de confiance, de démystifier le rôle du policier, des arrestations qui sont faites, le contexte, etc. Donc, il y a tout un gros travail par rapport à ça. Et, là, je passe ça parce que c'est bien trop. Je fais juste vous dire que c'est une approche qu'on aimerait tenter. C'est un peu difficile, mais on aimerait tenter le déploiement d'une approche comme celle-là, de travailler à Montréal pour voir comment ça pourrait se déployer dans notre contexte, justement où on voit qu'il y a une augmentation de cette violence-là. Et je reprends, je ne sais plus qui le disait tantôt, il faudrait juste pas perdre de vue que si à un moment donné, la problématique diminue, la pire erreur serait de dire « Ah, ben on va couper les fonds parce que dans le fond, il n'y a plus de problème. » Non, ça va nous péter d'en face, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est juste garder ça en tête. C'est important de maintenir ces investissements-là, puis surtout si ça vise la réinsertion et la mobilisation des personnes contrevenantes. Là, je conclue. C'est correct, là? Je conclue, j'ai une minute. OK. Je peux juste conclure en disant, si on veut prévenir efficacement la violence armée, d'abord, il faudrait penser collectivement avant d'agir au problème. Les plus vite d'entre vous vont faire le lien avec le début de ma présentation. Penser collectivement au problème avant d'agir. Éviter de travailler en silo hein, pour ne pas échapper des jeunes, justement, entre nos cracks de système. Et concentrer nos efforts sur ce qui fonctionne. Si on fait ces trois choses-là, d'après moi, on devrait avoir une efficacité de notre intervention sur la question de violence. Alors voilà. Merci beaucoup.